Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver autour de thématiques liées au sport en général et le sport de haut niveau en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonne gouvernance et la stratégie des organisations sportives. Pour ce faire, nous avons un invité exceptionnel, un expert international dans le domaine. Il est professeur émérite à l'Université de Louvain, professeur de management du sport. Il est également ancien vice-président du comité olympique belge et aussi, il a une chaire olympique. J'accueille M. Thierry Zins. Thierry, bonjour. Bonjour Hassan et merci de m'accueillir ici au Maroc, dans cette belle ville de Rabat, toute blanche, toute lumineuse. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. C'est un réel plaisir de partager ces moments avec toi, Thierry. Alors, Thierry, moi, j'ai une première question. On parle beaucoup de la bonne gouvernance des organisations sportives, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la bonne gouvernance? Eh bien, je dirais brutalement qu'elle n'existe pas. Ah ben voilà, c'est plié. Il n'y a pas de bonne gouvernance, ça voudrait dire qu'il y a un absolu, un stade parfait. Or, la gouvernance d'une organisation, qu'elle soit sportive ou non, est un processus évolutif de remise en question et d'évolution permanente. Donc, il y a une gouvernance en progrès, il y a une gouvernance évolutive, mais de la bonne gouvernance absolue, il n'y en a pas. Alors, curiosité, une bonne gouvernance ou une gouvernance continue, évolutive, c'est quoi exactement? Mais c'est d'abord prendre conscience qu'il y a toute une série d'étapes lorsque l'on veut gouverner une organisation. Ce sont des étapes légales, ce sont des étapes sportives, bien évidemment, mais ce sont aussi des étapes organisationnelles. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle de gouvernance, on va envisager différentes dimensions, comme nous le verrons plus tard, la vision, les missions, les objectifs, la capacité d'évaluer ce qu'on fait. Alors, effectivement, on parle beaucoup de vision. Comment une fédération peut construire ou peut avoir une vision pour son sport? Et je pense que la première chose, c'est de se mettre dans une perspective à long terme, et en se mettant dans une perspective à long terme, de définir un idéal. Un idéal qui est, dans un monde parfait, ce vers quoi on voudrait aller. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la vision. Quand le Comité international olympique veut faire du sport un outil de bien-être et un outil au service de l'humanité, il se place au niveau d'une vision. Alors, vision, vous avez parlé aussi de mission. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Comment définir les missions? Qui définit les missions? Mais si la vision est un idéal, les missions, ce sont des étapes réalisables, des objectifs réalisables dans le cadre du fonctionnement de l'organisation. Et on voit très bien qu'entre l'idéal et le réalisable, il y a une marge. Et la marge, c'est celle qui va faire que ce que l'on a considéré comme étant ses objectifs doit pouvoir, dans un délai donné, devenir une réalité. Alors, vous avez parlé de vision, mission. J'ai entendu dire aussi valeurs, puisque le Comité international olympique a bâti sa vision sur des valeurs. Quel est l'impact ou quelle est l'importance de la valeur ou des valeurs dans une organisation, et en l'occurrence une organisation sportive? Mais j'ai envie de répondre pour l'organisation comme je répondrais pour n'importe quel être humain. Les valeurs, c'est ce qui nous pousse à faire ce que nous faisons et à le faire du mieux que nous pouvons. Alors ces valeurs, ce sont d'abord des valeurs humanistes et qui, dans le contexte sportif, dans le contexte olympique, se traduisent avec un esprit particulier, l'esprit du sport, l'esprit de l'olympisme. Mais quand on parle d'excellence, quand on parle de respect, quand on parle d'amitié, ce sont des valeurs qui transcendent le sport et qui sont d'abord humanistes. Et dans le contexte du sport ou dans le contexte de l'olympisme, elles reçoivent un sens particulier pour nous guider. Alors, c'est important d'avoir des valeurs dans une organisation, mais ma question, Thierry, comment faire pour que les membres de l'organisation s'approprient ces valeurs? Et en quoi c'est important aussi pour eux? Alors, je pense que quand on parle des valeurs d'une organisation sportive, il y a d'abord les valeurs qui sont inhérentes à l'activité. Je veux dire, si je prends l'exemple du rugby, eh bien, je vais constater que c'est un sport qui est un sport vigoureux, qui est un sport où les gestes sont parfois durs, mais c'est un sport qui est basé sur le respect mutuel entre les adversaires. Et vous connaissez tous ces matchs de rugby qui se terminent par une haie d'honneur
faite par les perdants vis-à-vis des vainqueurs. C'est une marque de respect. Et donc, il y a ces valeurs qui sont inhérentes à l'activité sportive, mais il y a ces valeurs qui transcendent l'activité sportive et qui vont faire que cette activité peut devenir un outil au service du bien-être de la collectivité. Et je pense que c'est ces éléments-là que nous devons prendre en compte pour construire une vision, pour construire des missions, pour se donner des objectifs dans nos organisations sportives. Alors, si j'ai bien compris, organisation sportive, vision, mission, valeur, mais on parle beaucoup aussi de stratégie. Alors, bien évidemment, on ne va pas refaire un cours de stratégie militaire, mais disons que dans la stratégie militaire, tout le monde comprend que c'est mettre en œuvre les moyens dont on dispose pour leur permettre de réaliser ses missions, voire de se diriger vers sa vision. Eh bien, je dirais que dans le domaine du sport, c'est exactement la même chose. La stratégie, comme dans le monde de l'entreprise, vise à mettre en œuvre d'une certaine façon, d'une façon précise, les ressources dont on dispose pour pouvoir réaliser ses objectifs à court, à moyen ou à long terme. Est-ce qu'il y a une différence entre gouvernance d'une organisation sportive et de l'entreprise ? Alors, il y a des éléments communs et lors de la séance que nous avons eue aujourd'hui avec les fédérations sportives, j'ai bien montré que la gouvernance politique, la gouvernance d'entreprise et la gouvernance sportive intervenaient toutes les trois dans le contexte des organisations sportives. Et c'est facile à comprendre. Au Maroc, une fédération sportive est subventionnée par l'État. Ça veut donc dire que la gouvernance politique va imposer certaines règles à la fédération sportive. Une fédération sportive relève d'une fédération internationale qui est elle-même affiliée au Comité international olympique. Cela veut dire que la dimension sportive va intervenir au plus haut point. Et cet ensemble va constituer ce que l'on va appeler la gouvernance systémique, c'est-à-dire la gouvernance du système sportif. Alors Thierry, je reviens à la stratégie, je reviens aux missions d'une organisation sportive. Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a des techniques qui peuvent aider les organisations sportives à élaborer cette stratégie, élaborer les missions, élaborer aussi, je dirais, la voie ou tracer la voie pour aller vers la réalisation de cette vision? Oui, et j'ai envie de répondre à ta question en prenant la métaphore du médecin que j'ai déjà utilisée fréquemment. Lorsque nous allons chez le médecin, nous y allons parce que nous sommes malades. Et le médecin commence par faire un diagnostic. Quand il a fait son diagnostic, il nous dit que, ayant identifié la maladie, il va élaborer une stratégie pour nous guérir de la maladie. Et cette stratégie se compose d'un certain nombre de moyens qu'il va utiliser. C'est l'opérationnalisation. Il va nous donner des médicaments, il va nous envoyer chez le kiné, il va nous envoyer éventuellement dans d'autres professions médicales. Et il va nous inviter à revenir au-delà d'un certain temps pour évaluer ce qu'on a fait. Eh bien, cette étape de diagnostic, élaboration de la stratégie, mise en œuvre de la stratégie et évaluation, ce sont exactement les étapes qu'on va trouver dans l'élaboration de la stratégie d'une fédération sportive. On va faire un diagnostic. Où en sommes-nous aujourd'hui? On va élaborer une stratégie. Où voulons-nous aller? On va définir les moyens de réaliser cette stratégie. Par quel chemin voulons-nous y aller? Et puis, au bout d'un certain temps, et je dirais même de façon permanente, on va évaluer la pertinence des moyens qu'on met en œuvre dans le but de réaliser notre stratégie. Et finalement, c'est un cercle vertueux. Tu as parlé d'évaluation. Est-ce qu'il y a des outils ou des indicateurs de performance pour évaluer notre vision et pour aussi évaluer notre stratégie? Je répondrai en 2 temps à ta question. Parce que quand tu emploies le mot évaluation, tu as une dimension d'évaluation au niveau du diagnostic, tu as une dimension d'évaluation dans la chaîne vertueuse de la stratégie. Alors au niveau du diagnostic, bien sûr, on a des outils qui nous permettent d'évaluer le fonctionnement de l'environnement dans lequel nous sommes et notre fonctionnement interne. Au niveau interne, nos forces et nos faiblesses. Au niveau externe, les opportunités et les menaces de l'environnement. On va ensuite évoluer avec d'autres outils que je ne vais pas détailler, mais qu'on pourrait retrouver dans une présentation que j'ai mis à votre disposition, et notamment ce qu'on appelle le modèle Pestel, qui va évaluer l'influence du P, le politique, du E, l'économique, du S, le sociologique,
du T, le contexte général, du E, l'écologie, et du L, la législation. Et en prenant tous ces éléments ensemble, on va pouvoir situer notre organisation dans son contexte. Et à l'inverse, lorsque l'on va procéder à l'évaluation de notre stratégie et de nos politiques, on va disposer d'outils qu'on appelle en anglais, avec un anglicisme, les Key Performance Indicators, autrement dit, les indicateurs de notre performance, les indicateurs clés de notre performance. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une organisation, il y a la performance qui est perçue à l'extérieur. Dans le cas des organisations sportives, c'est la performance de nos athlètes. Et puis, il y a une performance qui est une performance organisationnelle. Autrement dit, tous les moyens qui sont mis en œuvre pour que nos sportifs puissent s'exprimer au mieux. Et on sait que ça va passer par des performances dans le domaine médical, dans le domaine des installations, dans le domaine du fonctionnement des équipes de la fédération. On parle beaucoup, je dirais, d'organisation sportive, en l'occurrence. On parle beaucoup je dirais, de partenaires de cette organisation ou de l'environnement de cette organisation sportive. Quel est l'impact, je dirais, de l'adhésion des partenaires ou l'adhésion de l'environnement de l'organisation sportive sur sa vision et sur sa stratégie? Bien, pour répondre à ta question, j'ai envie de tout petit peu modifier les mots qu'on a utilisés et de passer de partenaire à partie prenante. Parce que je trouve que le mot partie prenante dit bien ce qu'il veut dire. C'est un ensemble d'acteurs dans et à la périphérie de l'organisation qui sont preneurs de l'activité et des résultats que produit l'organisation. Autrement dit, ils ont intérêt à ce que l'organisation fonctionne bien. Et c'est d'abord nos sportifs. C'est aussi nos clubs en tant qu'institutions dépendantes de la fédération. C'est également le pouvoir politique, le ministère des Sports qui nous subventionne, voire le ministère de l'Éducation pour qui la bonne santé de nos enfants est quelque chose d'important. Et l'ensemble de ces parties prenantes ont intérêt à ce que nous agissions au mieux. À certains moments, elles vont se donner pour mission de nous soutenir pour que nous y arrivions. Ça peut être des partenaires commerciaux. À d'autres moments, elles vont bénéficier de notre activité. Ce sont nos sportifs. Alors Thierry, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes à la fois professeur émérite à l'université des organisations, enfin management des organisations sportives. Vous avez aussi l'expérience du terrain parce que vous étiez vice-président du comité olympique belge. Je dirais, est-ce qu'il y a un parallèle entre les deux? Est-ce qu'il y a des croisements entre la théorie qu'on retrouve à l'université et le terrain? Et comment vous faites pour passer de l'un à l'autre? J'ai envie de te répondre par un commentaire qu'un étudiant m'a fait un jour. Cet étudiant m'a dit « Monsieur Zins, vos cours sont très faciles à étudier parce qu'ils sont remplis d'exemples qui renforcent la théorie. Et en retenant les exemples, on comprend la théorie et on la maîtrise. » Et je pense que c'est ça qui est essentiel et c'est peut-être le privilège que j'ai eu dans ma carrière, c'est de pouvoir être des deux côtés de la barrière et peut-être également de faire une thèse de doctorat très tardive entre mes 45 et mes 49 ans et qui a été le moment pour moi de faire un bilan et de tracer des perspectives. Et finalement, c'est ce que j'ai pu utiliser au cours de ma carrière universitaire avec mes étudiants pour pouvoir partager avec eux non seulement des concepts, mais aussi des exemples. Est-ce que ces concepts-là, quand ils sont sciemment utilisés au service d'une organisation sportive, est-ce qu'ils impactent son amélioration, selon votre expérience? Oui, certainement, à condition que les concepts soient traduits dans le concret. On est confronté, que ce soit au Maroc ou dans mon pays en Belgique, on est confronté à deux types de fédérations. Ce sont des fédérations qui ont encore le regard tourné vers le passé et qui nous disent « mais pourquoi changerions-nous, ça marche comme ça ?» Et ce sont d'autres fédérations qui nous disent « moi, je veux anticiper ce qui va nous arriver dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. » Et je vous invite à vous rendre compte que, par exemple, lors des Jeux Olympiques de Paris, suite aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Buenos Aires en 2018, on a retrouvé des sports comme l'escalade en structure artificielle, le BMX qui y était déjà, le skateboard, le breakdance au programme des Jeux Olympiques. Certains ont crié au scandale,
D'autres ont dit, c'est l'avenir du sport parce que c'est ce qui intéresse nos jeunes. Et je dirais que de façon un petit peu plus globale, l'avenir du sport, même si certains ne sont pas convaincus, passera à un moment donné par ce que l'on appelle les sports en ligne, les sports modernes en ligne, de telle façon que certains pratiquent le sport au départ de chez eux sur des réseaux. Et je pense qu'on doit comprendre que cela fait partie de l'avenir du sport. Donc, quand vous parlez de l'avenir du sport, moi, ça me fait penser à l'innovation. Oui. Comment mettre au centre des organisations sportives cette notion d'innovation et comment innover par rapport à des activités traditionnelles? Et est-ce qu'il y a de la marge encore de la créativité et de l'innovation pour les sports? Je ne parle pas que des sports jeunes, des sports modernes, des sports actuels, mais aussi les sports anciens et les sports, je dirais, historiques. Mais un certain nombre de sports historiques ont pratiqué l'innovation, ont osé aller voir ailleurs et ont osé développer des nouvelles pratiques. Je pense par exemple à des sports comme l'athlétisme et la course à pied qui, à un moment donné, ont accueilli le trail ou l'ultra-trail. Je pense à l'apparition de la course de montagne. Dans d'autres sports, je pense que si j'avais évoqué auprès de mon père la présence du surf des neiges ou du surf sur l'eau aux Jeux Olympiques, il m'aurait dit que ce n'était pas du sport, c'était du loisir. À un moment donné, certains de ces sportifs, surf des neiges, surf sur l'eau, ont dit, ben oui, je sors de ma logique de la liberté absolue parce que j'ai envie d'être champion olympique. Et on a vu ces disciplines sportives se rapprocher des fédérations internationales, le surf des neiges, Fédération internationale de ski, pour pouvoir intégrer le système sportif, tout en sachant que notamment dans le domaine du surf des neiges, eh bien, il y a des gens qui ont dit non, nous restons en dehors, notre liberté nous intéresse, et d'autres ont dit non, ce qui nous intéresse, c'est le sport au plus haut niveau, c'est le titre de champion olympique. Voir un jeune ou une jeune de 16 ans devenir champion olympique de breakdance ne me choque pas. Je trouve ça remarquable et je vois là des jeunes qui sont hyper motivés. Alors, effectivement, on parle de la performance sportive, le titre de champion olympique. Est-ce que, je dirais, je m'excuse de reprendre le mot, une bonne gouvernance ou une gouvernance continue d'une organisation sportive impacte également ses résultats sportifs? Alors, je pense qu'il y a deux perspectives à adopter. Nous connaissons tous des sportifs qui sont devenus des sportifs de très très haut niveau dans un environnement qui était un environnement en forme de bulle, qui ne dépendait pas directement de la fédération sportive, mais qui dépendait d'un entraîneur charismatique qui les a aidés à se développer. On a ce cas-là. Je pense aussi que certaines fédérations sportives ont compris que si elles créaient un environnement propice pour leurs sportifs, pour leurs entraîneurs, en termes d'infrastructure, en termes d'encadrement, elles allaient favoriser le développement d'un pool de jeunes qui, à terme, deviennent les athlètes de haut niveau du lendemain. Alors, j'ai peut-être le tort de prendre à un moment donné l'exemple de mon propre pays, la Belgique, mais le comité olympique belge a développé à un moment donné, et il fonctionne encore toujours, deux programmes importants. Le premier, c'est le programme B-Gold, et le deuxième, c'est le Belgian Junior Olympic Team. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que cette collaboration entre les fédérations sportives, les autorités publiques et le comité olympique belge au sein du programme B-Gold fait que nos athlètes champions olympiques, vice-champions olympiques ou diplômés olympiques d'aujourd'hui sont ceux qui étaient dans le programme B-Gold il y a 5 ou 6 ans. Et donc, nous continuons à investir là-dessus parce que l'objectif, c'est bien de donner l'encadrement optimal à nos jeunes espoirs pour qu'ils deviennent un jour les athlètes de haut niveau de demain. Alors Thierry, on a parlé de beaucoup de choses. Je voudrais aborder avec toi un sujet d'actualité. Comment le sport ou les organisations sportives peuvent aussi intégrer l'intelligence artificielle pour son développement ou pour son amélioration? Alors, je ne vais pas répéter ce que tout le monde dit, que l'intelligence artificielle, c'est la meilleure et la pire des choses. Je pense que sur cette dimension-là, tout le monde s'est fait une opinion. Ce qui est intéressant dans le monde du sport,
c'est la façon dont l'intelligence artificielle peut apporter des connaissances, notamment dans les processus d'entraînement des sportifs, notamment en étant capable de compiler un grand nombre de données pour les analyser et pour nous donner des indications et des perspectives. Donc c'est certainement une première dimension. Une deuxième dimension qui est utile dans l'intelligence artificielle, même si on sait ce qu'on nous répète souvent, qu'elle coûte extrêmement cher en capacité informatique et en énergie, mais une deuxième dimension est aussi la capacité à compiler les expériences et les articles qui ont été écrits sur toute une série de sujets qui touchent directement au sport. Et personnellement, j'avoue très honnêtement que je suis un utilisateur, si pas quotidien, hebdomadaire de ChatGPT pour voir ce qui existe, ce dont je peux m'inspirer et éventuellement comment faire la part des choses entre ce qui me paraît sérieux et ce qui me paraît fantaisiste, parce que tout n'est pas à prendre. Tout à fait. Alors Thierry, si tu m'autorises, je voudrais faire un résumé de ce qu'on a dit. Une bonne gouvernance, c'est plutôt une gouvernance continue. Oui. C'est une vision, des missions, une stratégie, des valeurs et aussi des actions concrètes avec des indicateurs de performance. Je ne pourrais pas mieux résumer les choses. Bien. Alors, est-ce que une fédération sportive peut travailler toute seule sur ce process, ou est-ce qu'elle doit être accompagnée pour élaborer sa vision, sa stratégie, ses valeurs et tout ce qu'on vient de dire? Alors, tu mets le doigt sur quelque chose d'extrêmement précis. Qu'on soit au Maroc, qu'on soit en Belgique ou qu'on soit dans d'autres pays, nous avons des grandes fédérations qui ont une centaine de collaborateurs, voire parfois plus. Nous avons des micro-fédérations où nous avons une personne qui doit tout assumer. Et donc, j'ai envie de dire, c'est le rôle d'organisations, je dirais, qui sont susceptibles de chapeauter nos fédérations, comme les comités nationaux olympiques, par exemple, de créer des conditions dans lesquelles on va pouvoir mutualiser les efforts pour pouvoir développer des projets, des stratégies qui peuvent bénéficier simultanément à plusieurs fédérations au sein du système sportif, qu'il soit marocain ou qu'il soit belge. Alors, tu me tends un peu la perche. Je suis très sensible à un point qui s'appelle la formation continue. Est-ce que la formation doit s'inscrire systématiquement dans la stratégie d'une fédération, d'une organisation sportive? Ma réponse est oui, mais je la nuance. Il y a des dimensions générales de la formation qui peuvent correspondre à l'ensemble des fédérations sportives. Je pense qu'à ce niveau-là, dans un système sportif comme celui du Maroc ou comme celui de mon pays, l'État, le ministère des Sports, peut jouer un rôle important en fournissant ce que j'appellerais des formations communes, des formations de base qui sont applicables à tous les entraîneurs, à tous les moniteurs, voire au personnel qui doivent juger les performances sportives. Viennent alors des dimensions propres qui font qu'à un moment donné, au niveau de chaque fédération, on va devoir être en mesure d'apporter ces dimensions spécifiques. Et donc la formation, ce n'est pas une fédération toute seule, ce sont des principes généraux qui peuvent être donnés notamment par le ministère des Sports, à l'ensemble des formateurs. Et puis, ce sont des principes spécifiques qui, à mon avis, vont venir au sein même d'une fédération sportive. Thierry, toi qui connais très bien le mouvement olympique, les performances sportives olympiques, est-ce que les pays qui sont, je dirais, à la tête du classement en termes de médailles au niveau olympique sont aussi performantes en matière de gouvernance, de leur fédération et de leurs organisations sportives? Est-ce qu'il y a, je dirais, un parallèle entre les deux ou c'est très disparate? Je ne ferai pas un parallèle direct pour la bonne et simple raison que parmi les pays qui sont en tête de classement de médailles aux Jeux olympiques, pour ce que valent ces classements, on retrouve des pays qui sont des pays immenses. Les États-Unis, la Chine, la Russie, quand elles participent, ont un réservoir de sportifs qui est tel que la pépite sortira toujours. Si en plus de cela, les fédérations sont bien gouvernées, bien pilotées, on augmente les chances. Mais en face de ça, on a des pays qui sont beaucoup plus petits et qui prennent des positions dans les classements de médailles, et encore une fois, pour autant que
la valeur de ces classements soit significative, qui prennent des positions qui sont sans commune mesure avec le nombre d'habitants. Un très bel exemple, ce sont les Pays-Bas, qui, avec une population relativement limitée, se mettent dans les pays leaders au classement des médailles aux Jeux Olympiques. C'est bien la démonstration que la performance des organisations est génératrice de la performance sportive. Est-ce que tu as remarqué une amélioration de la performance des organisations au fil du temps? Est-ce que les organisations sportives aujourd'hui ont besoin de spécialistes pour les diriger, les manager, les organiser? Ou est-ce que c'est toujours un petit peu aléatoire et ça dépend des personnes qui sont là à la tête de l'organisation? Alors, ça va dépendre des personnes qui sont à la tête de l'organisation, mais je dirais, il serait intéressant que les statuts des organisations sportives soient faits de telle sorte que leur conseil d'administration soit fait d'experts dans différents domaines. Nous avons longtemps fonctionné dans mon pays avec des conseils d'administration de fédérations qui étaient faits de 2 représentants de la province de machin, un représentant de la province de truc, un autre représentant d'une 3e province, 2 représentants d'une autre province, ceci étant proportionnel à la taille de la province. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers des conseils d'administration qui sont conçus avec un spécialiste du droit, un spécialiste du marketing, un spécialiste de la finance, un spécialiste de la ressource humaine. Et je pense que cette nouvelle configuration des conseils d'administration est quelque chose auquel on doit penser, que l'on soit marocain, belge, luxembourgeois ou italien. Et donc, oui, c'est une forme d'innovation, mais qui est indispensable à l'évolution de l'organisation. Parlant d'innovation, Thierry, aujourd'hui, il y a des sports nouveaux qui arrivent. Ça fait pratiquement 50 ans que tu es dans le monde du sport. Comment tu vois le futur, l'avenir, le demain du sport d'une façon générale? Alors, je dirais qu'il y a un certain nombre de sports qui sont des sports de base et auxquels on ne renoncera jamais. Je pense que l'athlétisme en fait partie, certains sports collectifs en font partie, la natation en fait partie. Mais il y a des sports dont la représentativité finit par représenter peau de chagrin et qui risquent de disparaître du programme olympique. Et il y a de nouveaux sports qui apparaissent au programme olympique. Je pense que c'est un processus inévitable et, une fois encore, continu. Donc, je suis convaincu que nous verrons de nouveaux sports apparaître au programme des Jeux Olympiques. Je ne me ferai sans doute pas des amis auprès de mes collègues responsables du tennis, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que le paddle se développe à une vitesse incroyable. Et si on avait dit, il y a 30 ans, que lors des Jeux Olympiques de Paris, on irait faire du surf à Tahiti, on nous aurait ri au nez. Et donc, je pense que oui, cette évolution est inévitable et constante. Thierry, tu as été sportif de haut niveau, tu as été entraîneur aussi, oui. Tu as été, je dirais, professeur de management du sport. Qu'est-ce que, de cette expérience, de ces 50 ans que tu as, depuis athlète à, je dirais, conseiller certains présidents du CIO, du Comité international olympique, qu'est-ce que tu retires de l'évolution du sport et de l'impact du sport sur nos sociétés? Je dirais qu'il y a un paradoxe dans l'impact du sport sur nos sociétés. On n'a jamais autant parlé de sport qu'aujourd'hui et on n'a jamais été autant confronté à des personnes qui sont victimes des maladies de la sédentarité. Et donc, il y a un paradoxe. Et ce paradoxe résulte du fait, à mon avis, que le sport reste encore une activité de privilégiés. Je veux dire qu'il faut avoir le temps de pouvoir pratiquer une activité sportive, et non seulement le temps, mais également un état de santé, un état de fatigue qui nous permet de nous investir dans le sport. Donc je comprends très très bien que des personnes qui travaillent dans des métiers extrêmement durs ne pensent qu'à récupérer quand ils sortent de leur travail. Je me rends compte aussi que ce que l'on appelle un peu communément aujourd'hui la malbouffe est présente partout et que ce n'est pas à cause de cela que la population voit son état de santé progresser, mais c'est malgré cela
qu'on se rend compte que dans les couches privilégiées de la société, la pratique sportive favorise une meilleure santé. Donc, je pense qu'il faut se montrer inclusif, non pas seulement en termes de genre, non pas seulement à l'égard des personnes qui souffrent de handicap, mais aussi à l'égard de personnes qui n'ont pas l'avantage de pouvoir s'adonner facilement à l'activité sportive pour qu'elles puissent bénéficier de ses bienfaits. Le sport peut être un moyen pour lutter contre les maladies, oui, pour prendre, je dirais, protéger la santé des citoyens. Le sport aussi peut être un outil pour, je dirais, briller à l'international, à travers les compétitions internationales. On parle du soft diplomatie. Est-ce que les gouvernements doivent intégrer le sport comme axe dans leur stratégie? Oui, indiscutablement comme outil éducatif. Alors oui, plus que probablement au niveau du sport de haut niveau. Tu as évoqué le concept de la diplomatie douce du sport, la soft diplomatie. Je pense qu'effectivement, la pratique du sport au plus haut niveau a cette capacité de réunir les nations et donc de permettre des démarches de nature diplomatique qui ne sont pas directement de la diplomatie publique, mais qui sont de la diplomatie par l'intermédiaire d'une activité de nature culturelle, parce que le sport est culturel. Je dirais cependant qu'il faut être prudent sur la capacité du sport à réaliser cela, parce que le sport de haut niveau, le calcul des médailles aux Jeux olympiques est aussi une forme de guerre et d'influence entre les nations quand on constate que le tableau des médailles sert parfois à dire « nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus forts » par rapport à d'autres. Comment justement prendre du recul par rapport à cette, je dirais, cette comparaison et cette suprématie ou cette domination par les médailles, pour prendre du recul et dire que au-delà de la médaille, il y a autre chose qui sont beaucoup plus importantes. Entre autres, tu as parlé de l'éducation, tu as parlé aussi de sport et santé. Comment faire prendre conscience aux populations que c'est bien la médaille, mais il y a autre chose beaucoup plus intéressante que la médaille? Eh bien, je dirais en rendant à César ce qui revient à César, c'est-à-dire que la performance sportive de haut niveau, c'est d'abord le fait de l'athlète et de son entourage, éventuellement soutenu par l'État, éventuellement soutenu par des moyens privés, mais c'est d'abord l'athlète et son entourage qu'il faut mettre au centre. Donc, la principale préoccupation dans le sport de haut niveau, c'est l'athlète lui-même, si j'ai bien compris. C'est ce que cela devrait être. Ça l'est souvent, ça ne l'est pas parfois, et on constate que dans certains régimes autocratiques, l'athlète est utilisé au bénéfice de l'État. Alors, moi, je voudrais revenir sur quelque chose, sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure. Tu as dit le sport est aussi culturel. Oui. Donc, s'il est culturel, c'est propre à chaque peuple, chaque culture. Et donc, comment on peut inscrire ça dans le mot « le sport est aussi universel ». Alors, quand on part de cette idée du sport universel, il faut remonter un petit peu en arrière à l'origine des Jeux olympiques et se souvenir que Pierre de Coubertin a conçu son modèle du sport en allant visiter les collèges anglais. Et donc, le sport s'est développé et de façon très amusante au départ de la Grande-Bretagne vers les pays du bord de mer de l'Union européenne, que ce soit le port du Havre, que ce soit le port d'Ostende, que ce soit le port de Rotterdam. Et puis, il faut revenir au temps des colonies, et je suis désolé d'en parler, mais il y a eu une importation du modèle européen du sport dans le reste du monde. Et quand on parle aujourd'hui de l'universalité du sport, j'ai envie de dire oui, on parle de l'universalité d'un modèle qui a été un tout petit peu brisé lors des Jeux olympiques de Tokyo en 1964, quand on a introduit le judo dans le programme des Jeux olympiques. Mais quand je me montre un tout petit peu provoquant, je dis, quand sera venu le jour où on pratiquera la lutte gabonaise aux Jeux olympiques? Ce qui est une façon très amusante de dire, il y a une approche culturelle du sport qui pourrait être beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'est aujourd'hui, et qui nous amènerait sans doute à découvrir des sports que nous ne connaissons pas. Alors, je ne pense pas que ce soit l'objectif des Jeux olympiques, c'est certain, mais je constate quand même que la culture introduit de nouveaux sports aux Jeux olympiques. Le breakdance est un phénomène culturel.
Le skateboard est un phénomène de société, un phénomène culturel de société. Ils sont aujourd'hui au programme des Jeux Olympiques. Encore une fois, nos parents qui regardaient les Jeux Olympiques de 1964 ou de 1972 à la télévision n'auraient jamais imaginé qu'une activité comme le break serait aux Jeux Olympiques. Rappelons quand même que quand Pierre de Coubertin relance les Jeux Olympiques, il y a une Olympiade culturelle. Complètement. Alors, si je vais dire, puisque le sport est aussi culturel, donc on ne peut pas, je dirais, prendre des modèles et les appliquer sur, je dirais, des sports ou sur une politique nationale sportive. Il faut créer son propre modèle qui soit, je dirais, imbibé de sa culture. Alors, je pense que le modèle sportif d'un pays est aussi inspiré de sa culture. Et donc, je pense qu'il est important que dans un modèle sportif national, il y ait bien évidemment les sports traditionnels qu'on appelle les sports olympiques, mais qui est les sports de tradition, c'est-à-dire ceux qui sont propres au pays. Et le modèle sportif national va reprendre cet ensemble, avec bien sûr du coup des sports qui seront d'audience purement nationale et d'autres sports qui seront d'audience internationale. Mais de grâce, ne sacrifions pas les sports traditionnels, ils représentent notre histoire. Mais Thierry, au-delà du sport national, je parle du modèle. Si je prends un modèle sportif et je viens et je veux le calquer sur un pays pour en faire de la performance, je pense que je fais fausse route. Oui. Il faut que ce modèle, je peux m'en inspirer, oui. mais il faut que je crée mon propre modèle qui est, je dirais, inspiré de la culture du pays. Et là, ça me donne un modèle sportif culturel. Absolument. Et qui intègre, j'y insiste, les sports traditionnels du pays. Je pense que notamment quand on parle de sport équestre, il y a des traditions marocaines, elles doivent être gardées. Quand on parle de tir à l'arc, il y a des traditions belges, elles doivent être gardées, même si ces sports ne font pas partie du programme olympique. Est-ce que dans le modèle de la haute performance, la façon de préparer nos sportifs, est-ce que aussi on doit prendre en considération l'aspect culturel, éducatif dans cette préparation, au lieu de prendre un modèle étranger et vouloir l'imposer, voire le calquer dans la préparation de nos sportifs? Mais je pense qu'on va inévitablement le faire. Prenons l'exemple des étudiants sportifs de haut niveau dans les universités. Il y a des pays où les études sont un soutien de la pratique sportive, il y a des pays où la pratique sportive est un soutien des études. Et rien que cette dimension-là nous montre déjà que la culture du pays va influencer la façon dont le sport, de haut niveau dans ce cas-ci, va être pris en compte dans un modèle éducatif et culturel. Thierry, nous arrivons à la fin de nos échanges. Je te laisse le mot de la fin et la conclusion. Eh bien, j'ai envie de dire, en tant que mot de la fin, que le sport dans chacun de nos pays est ce que nous en faisons, imprégné par la culture et par les ressources dont nous disposons. Dans certains pays, il sera essentiellement sport de haut niveau. Dans d'autres pays, il sera essentiellement sport pour tous. Et un certain nombre de pays seront capables de faire la synthèse entre les deux. Mais je pense que c'est important de pouvoir prendre ces différents modèles en compte. Merci beaucoup Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un réel plaisir. Merci à vous. À très bientôt pour d'autres aventures et d'autres thématiques sportives.